De l'extérieur, on dirait une relique du passé. À première vue, cela pourrait ressembler à un vestige du passé, mi-musée historique, mi-plateau de cinéma, peut-être même un arrêt touristique à la lisière du Grand Sud-Américain. Mais ne vous laissez pas tromper par cette image attrayante des brochures. Ce qui se passe derrière les murs de la prison d'Angola, en Louisiane, n'est pas seulement troublant, c'est bien pire, et cela se cache sous nos yeux. Plus on creuse, plus les questions surgissent. Qui a le droit de raconter cette histoire? Et que nous cache-t-on? Une partie de l'image publique de cette prison est si soigneusement façonnée qu'elle pourrait détourner votre attention de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et si le véritable danger d'Angola n'était pas seulement ce qui se passe à l'intérieur, mais la manière dont le monde extérieur choisit de le percevoir? Les origines sombres d'Angola. La pénitencier d'État de Louisiane, mieux connue sous le nom d'Angola, est bien plus qu'une simple prison. C'est une extension directe de l'héritage de l'esclavage en Amérique. Située sur un terrain de 18 000 acres qui abritait autrefois plusieurs plantations esclavagistes, Angola tire son nom du pays africain d'où de nombreux esclaves furent arrachés de force. Après l'abolition de l'esclavage, ces terres n'ont pas été utilisées pour la libération, mais pour une exploitation continue. À la fin du XIXe siècle, l'État a commencé à louer des détenus, majoritairement noirs, à des entreprises privées qui les employaient pour travailler dans les mêmes champs où les esclaves africains avaient peiné. Ce système de location de condamnés, souvent qualifié par les historiens de « nouvel esclavage », a jeté les bases de ce qu'Angola deviendrait, la plus grande prison de haute sécurité des États-Unis. La transformation physique d'une plantation en prison n'a que peu changé la structure du travail. Les rangées où les esclaves trimés autrefois sont aujourd'hui occupés par des hommes incarcérés, souvent sous la surveillance de gardes armés. Bien que les outils et les uniformes diffèrent de ceux du XIXe siècle, la réalité de base des hommes noirs travaillant pour presque rien dans des conditions dangereuses et épuisantes reste troublante. Ces champs ne sont pas de simples reliques symboliques. Ils sont toujours actifs, produisant de la nourriture principalement pour la prison elle-même et générant parfois des profits par la vente de produits agricoles. Les détenus, souvent payés quelques centimes de l'heure, continuent ce labeur avec des droits limités et peu de recours possibles. Cette persistance soulève des questions difficiles. Angola a-t-elle vraiment laissé son passé derrière elle ou l'a-t-elle simplement adapté? Aujourd'hui, le paysage démographique d'Angola reflète cet inconfortable continuum. Selon les données récentes, environ 74% de la population carcérale est noire, alors que la proportion de la population noire en Louisiane est nettement inférieure à celle des prisonniers d'Angola. Cette surprésentation s'inscrit dans le cadre plus large du système judiciaire américain, où le racisme systémique entraîne l'incarcération d'un nombre disproportionné d'Afro-Américains. L'empreinte de l'esclavage se retrouve dans la composition raciale des détenus actuels et dans leurs conditions de travail quasi identiques. Cela ne signifie pas qu'Angola est simplement le fruit de circonstances. Son histoire, sa planification et sa construction ont été marquées par des choix délibérés, des lois et des décisions politiques et économiques qui ont assuré la pérennité de cette institution, perçue par beaucoup comme un moyen de contrôle plutôt que de réhabilitation. Un lieu né de l'exploitation raciale peut-il vraiment agir de manière juste, ou restera-t-il à jamais enchaîné par le poids de ses origines? Si cette plongée dans l'histoire sombre d'Angola vous a interpellé, abonnez-vous maintenant pour découvrir d'autres récits qui dévoilent les vérités cachées de notre société. Et juste quand vous pensez que le passé ne pourrait pas résonner plus fort, le présent ajoute une nouvelle couche brutale, une réalité qui brûle sous le soleil de Louisiane. Un labeur épuisant sous une chaleur écrasante. La ligne de ferme à la prison d'Angola est l'une des continuations les plus visibles des pratiques de travail exploiteuses au sein du système carcéral américain. Les prisonniers sont régulièrement assignés à travailler dans les champs agricoles, souvent sans équipement adéquat, sans ombre ni repos. Ces tâches ne sont pas optionnelles. Ceux qui refusent s'exposent à des mesures disciplinaires, y compris l'isolement. Les détenus doivent se pencher pendant des heures, cueillant des légumes et arrachant les mauvaises herbes dans des rangées qui s'étendent sur des milliers d'hectares. Parfois, ils doivent utiliser leurs mains nues ou des outils obsolètes pour accomplir ce travail physiquement épuisant. Ces tâches sont souvent imposées sans tenir compte de l'état de santé, de l'âge ou des conditions médicales des prisonniers, soulevant de graves préoccupations éthiques et légales. Ce qui amplifie le danger de ce travail, c'est la chaleur écrasante de la Louisiane. Pendant les mois d'été, lorsque les températures dépassent régulièrement les 38 degrés Celsius, les prisonniers doivent toujours travailler à l'extérieur, sous la surveillance de gardes armés à cheval. Les pauses, lorsqu'elles sont accordées, sont courtes et peu fréquentes. Une action en justice collective déposée par des travailleurs incarcérés en 2023 a révélé que certains hommes s'effondraient d'épuisement dû à la chaleur, tandis que d'autres, souffrant de conditions médicales sous-jacentes, étaient forcés de travailler dans les champs. Selon des témoignages,
Des protections de base comme de la crème solaire, de l'eau propre et une surveillance médicale adéquate étaient fournies de manière inconstante. Pour ceux souffrant de maladies cardiaques, de diabète ou d'autres maladies chroniques, ces conditions étaient potentiellement mortelles. En juillet 2024, le juge fédéral Brian Jackson est intervenu, émettant une ordonnance de restriction temporaire après un dépôt d'urgence décrivant la chaleur comme un danger imminent pour la vie humaine. Le tribunal a conclu que le département des corrections de Louisiane avait fait preuve d'une indifférence délibérée face aux risques encourus. Les responsables de la prison ont soutenu que stopper le travail dans les champs lorsque l'indice de chaleur atteint 31 degrés Celsius perturberait les opérations de la prison et déclencherait des actions similaires dans d'autres États du Sud. Cependant, la Cour d'appel du 5e circuit a donné raison au juge, signalant que les protections de base pour les personnes incarcérées ne peuvent être ignorées, même dans des climats difficiles. Cette décision n'a pas mis fin au travail agricole à Angola, mais elle a forcé l'État à reconnaître la gravité des conditions. En réponse, les responsables ont affirmé avoir commencé à accorder des pauses de 5 minutes toutes les 30 minutes pendant les alertes de chaleur et à fournir des tentes pour l'ombre. Pourtant, même avec ces ajustements, les critiques soutiennent que le système reste fondamentalement défectueux. Des mesures temporaires peuvent-elles vraiment résoudre ce que beaucoup considèrent comme une forme d'exploitation profondément enracinée? Et si ces changements n'ont été mis en place que sous la pression légale, que cela révèle-t-il des priorités de ceux qui supervisent les opérations quotidiennes d'Angola? Si ces révélations sur les conditions inhumaines à Angola vous choquent, partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur les injustices cachées. La faille de la 13e amendement. L'une des vérités les plus troublantes concernant le système de travail d'Angola est qu'il fonctionne légalement grâce à une faille dans la Constitution des États-Unis. Le 13e amendement, ratifié en 1865, a aboli l'esclavage et la servitude involontaire, sauf en cas de punition pour un crime. Cette exception, souvent ignorée dans le discours public, a été utilisée comme justification légale pour le travail forcé en prison à travers le pays, Angola étant l'un des exemples les plus frappants. Ici, des milliers de personnes incarcérées, dont beaucoup purent des peines à perpétuité, sont contraintes de travailler manuellement pour peu ou pas de compensation. Comme ce travail est présenté comme une partie de la punition criminelle, il échappe aux protections généralement accordées aux travailleurs libres, laissant place à une exploitation significative. À l'échelle mondiale, de telles pratiques seraient probablement classées comme du travail forcé selon les normes internationales des droits humains. Des organisations comme les Nations Unies et l'Organisation internationale du travail définissent le travail forcé comme un travail effectué sous la contrainte, la menace ou sans salaire équitable, des conditions qui reflètent celles rapportées par les détenus d'Angola. Les critiques soutiennent que la manière dont ce travail est structuré et imposé à Angola brouille la frontière entre justice et exploitation. Si refuser de travailler peut entraîner un isolement ou d'autres mesures punitives, ce travail est-il vraiment volontaire? Cette question continue d'alimenter des poursuites judiciaires et un débat public croissant sur la constitutionnalité et la moralité du travail carcéral en Amérique. Vous êtes indigné par cette faille légale qui permet l'exploitation? Abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé des combats pour la justice et les réformes nécessaires. Ce qui ajoute à l'inquiétude, c'est la manière dont le produit de ce travail s'intègre dans les systèmes économiques plus larges. Les produits agricoles d'Angola, y compris les fruits, légumes et céréales, ne sont pas uniquement utilisés pour les opérations internes de la prison. Dans certains cas, ces produits alimentent des chaînes d'approvisionnement commerciales, atteignant des marchés nationaux et même internationaux. Des enquêtes ont lié des produits cultivés en prison à de grandes entreprises alimentaires, soulevant des questions éthiques sur la transparence, la responsabilité des consommateurs et la responsabilité des entreprises. Bien que certaines entreprises se soient distancées après un examen public, l'absence de rapports standardisés rend difficile le suivi ou la régulation des chaînes d'approvisionnement liées au travail carcéral. Le fait qu'un tel travail puisse exister légalement, générer des millions de dollars de valeur, et pourtant payer les travailleurs aussi peu que 2 centimes de leur soulève de sérieuses questions. S'agit-il de réhabilitation ou d'une continuation de pratiques économiques qui dévaluent depuis longtemps les vies des personnes incarcérées, en particulier celles des hommes noirs? Bien que légal sous le 13e amendement, le système actuel contredit sans doute les normes évolutives de la dignité humaine et des droits du travail. Alors que la prise de conscience publique augmente, y aura-t-il une pression pour réformer le langage constitutionnel qui permet la continuation de telles pratiques? Ou les incitations économiques derrière le travail carcéral continueront-elles à l'emporter sur les appels à la justice? Soins médicaux inadéquats et négligence médicale. Le système médical de la prison d'Angola a suscité de vives critiques et une condamnation légale, un tribunal fédéral ayant déclaré qu'il violait le 8e amendement interdisant les châtiments cruels et inhabituels. Les détenus d'Angola souffrent souvent de retard,
de soins inadéquats ou totalement absents, même lorsqu'ils souffrent de conditions graves ou chroniques. L'absence d'accès rapide aux soins a conduit à des décès évitables, à une détérioration irréversible de la santé et à des souffrances que, selon une décision fédérale de 2021 par la juge Shelley Dedick, reflètent une indifférence systémique plutôt que des échecs isolés. Sa décision a décrit l'infrastructure médicale de la prison comme ayant des déficiences écrasantes, non seulement dans la prestation des soins, mais aussi dans le leadership et la supervision, faisant du système de santé d'Angola l'un des pires du pays. Un exemple particulièrement tragique est la mort de Pharrell Sampier, qui souffrait de diabète et a ensuite développé une myélite transverse pendant son incarcération. Selon le témoignage de sa mère et les dossiers médicaux cités dans les documents judiciaires, l'état de Sampier s'est rapidement aggravé en raison d'un manque de soins appropriés. En détention à Angola, il a perdu l'usage de ses jambes et a finalement été placé en soins palliatifs, où il aurait reçu des médicaments non liés à ses symptômes et été traité avec mépris et négligence. Sampier est décédé en 2019 de complications incluant une septicémie et une pneumonie, des résultats que sa famille et les avocats soutiennent auraient pu être évités avec une attention médicale de base. Son histoire, malheureusement, n'est pas unique parmi la population vieillissante et médicalement vulnérable d'Angola. Si ces récits de négligence médicale vous révoltent, abonnez-vous pour soutenir nos efforts à exposer les vérités cachées et à demander des comptes au système défaillant. La crise est aggravée par le personnel médical. Des enquêtes, y compris celles de ProPublica et d'autres médias, ont révélé que certains prestataires médicaux à temps plein avaient auparavant perdu ou vu leur licence suspendue dans d'autres États. Des rapports d'anciens détenus et de membres de leur famille décrivent des scènes de négligence, des infirmiers manipulant des médicaments avec des mains sales, des détenus malades laissés sans traitement dans leurs cellules et une culture de mépris lorsque des plaintes étaient soulevées. Les critiques soutiennent que cet environnement ne répond pas seulement à des normes médicales inadéquates, mais viole également la dignité humaine de base. De plus, l'absence de documentation appropriée et de suivi des décès des détenus rend presque impossible un contrôle efficace, protégeant davantage l'institution de toute responsabilité. En réponse aux poursuites et à l'examen public, les responsables de la Louisiane ont affirmé qu'il apportait des améliorations. Cependant, les appels en cours et le manque de réformes transparentes soulèvent des inquiétudes quant à la sincérité et à l'efficacité de ces efforts. Si Angola ne peut pas répondre aux normes constitutionnelles minimales en matière de soins de santé, devrait-elle continuer à héberger des personnes ayant des besoins médicaux graves? Et si la justice inclut la protection de la santé et de la sécurité de ceux sous la garde de l'État, comment le système d'Angola se concilie-t-il avec cette obligation? Ce ne sont pas seulement des questions juridiques, ce sont des questions morales. Des mineurs dans une prison conçue pour les pires. La décision de loger des mineurs détenus à Angola, l'une des prisons pour adultes les plus notoires des États-Unis, a été largement condamnée par des experts juridiques, des défenseurs des droits civils et même certains anciens responsables correctionnels. En 2022, après une série d'évasions et de crises de personnel au centre pour la jeunesse de Bridge City en Louisiane, l'État a transféré plusieurs mineurs dans un ancien bâtiment de couloir de la mort à l'intérieur du complexe d'Angola. Les responsables ont affirmé que ce déménagement était temporaire et nécessaire pour assurer la sécurité publique, mais les conditions et l'optique de cette décision ont immédiatement suscité l'alarme. Les critiques ont soutenu que placer des enfants dans une installation conçue pour des délinquants adultes violents envoyait le message implicite que ces jeunes étaient irrécupérables, en contradiction avec les principes fondamentaux de la justice juvénile. L'environnement dans lequel ces mineurs étaient détenus était marqué par une privation extrême. Selon les dossiers judiciaires et les témoignages de première main, les jeunes étaient confinés pendant de longues périodes dans des cellules d'isolement sans accès à la climatisation, même pendant les mois d'été dangereusement chauds. L'eau potable était signalée comme étant trouble et nauséabonde, et la nourriture était décrite comme à la fois nutritionnellement inadéquate et insalubre. Les services éducatifs et thérapeutiques, tous deux requis par la loi pour les mineurs détenus, étaient soit inconstants, soit totalement absents. Certains enfants ont rapporté ne pas avoir vu d'enseignants ou de conseillers pendant des jours. L'absence d'interaction humaine significative et d'activité structurée a eu des répercussions sur la santé mentale des jeunes, plusieurs d'entre eux exprimant des sentiments de désespoir et de peur pour leur sécurité. Si le traitement des mineurs à Angola vous scandalise, rejoignez notre communauté en vous abonnant pour soutenir les appels à la réforme et à la justice pour les plus vulnérables. Ce qui aggravait le traumatisme était la proximité avec les détenus adultes et une culture carcérale axée sur la punition plutôt que sur la réhabilitation. Bien que les mineurs soient officiellement séparés, des documents judiciaires et des témoignages suggèrent que des détenus adultes étaient parfois utilisés pour discipliner ou intimider les jeunes, soulevant de graves préoccupations quant à la surveillance et à la sécurité. Un ancien détenu d'Angola, se remémorant son expérience là-bas en tant que mineur, a décrit avoir été bombardé d'excréments humains par des prisonniers plus âgés et n'avoir eu aucun moyen de se nettoyer.
Il a comparé son existence quotidienne à une torture psychologique, une indication troublante que ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais font partie d'un schéma persistant. En septembre 2023, un juge fédéral a ordonné à l'État de retirer les mineurs d'Angola, qualifiant les conditions des intolérables et d'inconstitutionnelles. Bien que l'État ait respecté l'ordonnance du tribunal, il a continué à défendre la décision et même poursuivi un appel. Cela soulève une question inconfortable. Si le système judiciaire de la Louisiane est prêt à loger les enfants dans une prison pour adultes avec un historique connu d'abus et de négligence, que cela dit-il de son engagement envers la réhabilitation des jeunes? Et quelles garanties, le cas échéant, sont en place pour empêcher des actions similaires à l'avenir? Punitions extrêmes pour des infractions mineures. À Angola, le système disciplinaire semble moins axé sur la réhabilitation et plus aligné sur le maintien du contrôle par des mesures punitives. Les détenus rapportent être sévèrement punis pour des infractions mineures, y compris travailler lentement, montrer des signes de fatigue ou refuser de participer au travail assigné. Cela inclut ceux qui souffrent d'épuisement dû à la chaleur ou de problèmes médico-chroniques, qui sont parfois pénalisés non pas pour mauvaise conduite, mais pour des limitations physiques. Même s'effondrer d'épuisement dans les champs peut déclencher une sanction disciplinaire. Les conséquences de telles infractions incluent souvent le placement en isolement, connu à Angola sous le nom de ségrégation administrative, où les détenus peuvent être confinés jusqu'à 23 heures par jour dans un isolement quasi total. Ces mesures n'ont pas échappé à l'attention des défenseurs juridiques et des organisations de droit civil. L'utilisation de l'isolement, en particulier pour des infractions non violentes, a été condamnée comme psychologiquement néfaste et appliquée de manière disproportionnée. Certains détenus ont décrit être retenus dans des cellules d'isolement pendant des semaines ou des mois, avec peu d'accès à l'air frais, au contact humain ou à un soutien en santé mentale. Cette approche punitive s'étend même à ceux qui soulèvent des préoccupations sur les conditions ou tentent de s'organiser à l'intérieur de la prison. En 2018, un arrêt de travail pacifique organisé par les détenus pour protester contre les mauvaises conditions a été rapidement réprimé, et les détenus participants auraient été soumis à une discipline sévère. Cet événement a mis en lumière l'intolérance de l'institution envers l'action collective ou la dissidence, même lorsqu'elle est non violente et ancrée dans des griefs constitutionnels. Si ces injustices vous révoltent, laissez un commentaire avec vos réflexions et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes sur les abus dans le système carcéral. Il émerge une culture où la menace de représailles plane sur chaque interaction des détenus. Selon des interviews et des dossiers judiciaires, les prisonniers s'abstiennent de formuler des plaintes ou de demander des soins médicaux par peur de punition pour toute non-conformité perçue. Les infractions mineures d'Angola de s'arrêter lorsqu'il fait chaud à questionner les ordres ont conduit certains observateurs à considérer ces punitions comme sévères et punitives. Ces politiques découragent probablement même les formes les plus élémentaires d'autodéfense et renforcent une culture où la soumission est la norme plutôt que la responsabilité. Mais il s'agit de plus que cela. Ce que ces pratiques reflètent, c'est une philosophie plus profonde de l'institution. Angola considère la fièvre ou la faiblesse comme une forme de désobéissance volontaire. Est-ce un jugement erroné sur les détenus ou un refus intentionnel de considérer les limites humaines? Et lorsque même les protestations pacifiques sont vues comme des révoltes, comment les personnes incarcérées peuvent-elles espérer contester les mauvais traitements par des moyens légitimes? Ces questions soulèvent de sérieuses préoccupations quant au modèle disciplinaire de la prison, un modèle qui, selon les critiques, frôle souvent la frontière entre l'ordre et l'oppression. Gardien et culture de la violence. L'un des dangers les plus persistants à la prison d'Angola ne réside pas seulement dans son infrastructure ou ses politiques, mais dans la culture entretenue par son personnel correctionnel. Sous-payés, souvent sous-formés et travaillant dans un environnement rempli de tensions et de méfiance, de nombreux gardiens d'Angola ont été liés à des abus physiques, des dissimulations et de graves violations des protocoles. Cet environnement a contribué à favoriser un système où la violence n'est pas seulement un sous-produit de l'incarcération, elle fait partie de la vie quotidienne. Dans plusieurs enquêtes fédérales, des gardiens ont été reconnus coupables d'avoir utilisé une force excessive contre des détenus, y compris dans un cas médiatisé où des officiers ont été condamnés pour avoir battu un prisonnier menotté et ensuite falsifié les rapports pour dissimuler leurs actions. Ces incidents ne sont pas isolés. Selon des documents judiciaires et des témoignages, certains gardiens ont joué un rôle actif dans l'exacerbation de la violence entre détenus, soit en détournant le regard, soit en facilitant indirectement les altercations. Des anciens prisonniers et des défenseurs ont décrit des scénarios où des officiers correctionnels laissaient des détenus rivaux entrer dans les cellules des uns et des autres ou refusaient d'intervenir pendant des bagarres. Dans une installation déjà connue pour son travail ardu et son manque de supervision, la présence de personnel traitant les détenus avec hostilité ou indifférence ne fait qu'ajouter à la volatilité. Cela crée une atmosphère où la sécurité physique est une préoccupation constante, non seulement de la part des autres prisonniers, mais aussi de ceux assignés à les superviser.
Le problème est aggravé par l'absence de responsabilité significative. Les enquêtes internes sur les inconduites sont rares et les conséquences, dans les cas où des plaintes sont déposées, sont minimes pour le personnel accusé. Les critiques affirment que le système d'Angola protège les gardiens au détriment des détenus. Dans certains cas, les officiers accusés de comportements douteux sont restés en poste pendant des années ou ont été discrètement transférés plutôt que disciplinés. Sans une supervision externe ou une réforme structurelle, de tels schémas sont peu susceptibles de changer. Cet déséquilibre de pouvoir entre le personnel et les détenus devient d'autant plus dangereux dans une prison comme Angola, où la plupart des détenus purent des peines à perpétuité et manquent donc de moyens de pression externe et de recours légaux. Cela soulève des questions fondamentales sur le type de culture qu'une institution comme Angola maintient. Si les officiers correctionnels, censés garantir la sécurité et l'ordre, font partie du problème, comment la confiance peut-elle jamais être établie dans l'établissement? Et que dit une prison lorsque ceux chargés de maintenir la discipline sont eux-mêmes si peu disciplinés? La réponse ne réside peut-être pas seulement dans des questions de personnel, mais dans un système plus large qui a donné la priorité au contrôle plutôt qu'à la réhabilitation, souvent au détriment des droits humains fondamentaux. Le complexe carcéral industriel. La prison d'Angola n'opère pas isolément. Elle existe au sein d'un système plus large, souvent appelé le complexe carcéral industriel, où l'incarcération n'est pas seulement un outil de punition, mais aussi un moyen de générer des profits. L'une des manières les plus directes dont cela se manifeste à Angola est à travers ses vastes opérations agricoles. Avec plus de 18 000 acres de terres agricoles, Angola est en réalité une immense ferme industrielle gérée par une main-d'œuvre captive. Les aliments produits ne sont pas uniquement destinés à l'usage interne. Certains sont vendus sur des marchés extérieurs. Des rapports ont montré que des cultures comme le soja, le maïs et le blé cultivés par les travailleurs incarcérés se retrouvent dans les chaînes d'approvisionnement de grandes entreprises américaines, soulevant des questions urgentes sur l'éthique du travail et la transparence. Au cœur de ce système se trouve un déséquilibre économique flagrant entre les revenus de la prison et ce que ces travailleurs sont payés. Les détenus d'Angola gagnent généralement entre 2 et 40 centimes de l'heure, s'ils sont payés du tout. Pendant ce temps, les opérations agricoles de la prison génèrent des millions de dollars de revenus annuels. Les critiques soutiennent que cette configuration reflète les systèmes de travail exploiteurs historiquement enracinés dans l'esclavage et la location de condamnés, surtout étant donné que la majorité de la main-d'œuvre incarcérée est noire. C'est cette structure qui produit un rendement économique significatif tout en compensant les travailleurs avec des centimes, qui alimente les allégations selon lesquelles Angola fonctionne non seulement comme une institution correctionnelle, mais comme une entreprise à but lucratif bâtie sur le travail forcé. Si cette exploitation économique vous révolte, abonnez-vous pour soutenir nos efforts à dénoncer les systèmes qui profitent de l'incarcération. Partagez vos pensées dans les commentaires. Les entreprises privées ajoutent une nouvelle complexité au tableau. Des enquêtes journalistiques ont révélé comment de grandes entreprises, consciemment ou non, bénéficient du système de travail d'Angola à travers l'achat de produits agricoles liés aux fermes pénitentiaires. Certaines de ces entreprises ont promis de revoir ou de couper leurs liens avec les chaînes d'approvisionnement en réponse à l'examen public, mais il existe peu de régulation et de transparence dans ces transactions. Sans un ensemble commun de lois sur la divulgation, il est presque impossible pour les consommateurs de savoir si les produits qu'ils achètent sont liés au travail carcéral. Ce manque de supervision crée un paysage où le profit l'emporte largement sur les questions éthiques, protégeant ainsi les responsables tout en laissant les détenus travailler dans des conditions exténuantes pour des salaires dérisoires. Un portrait troublant émerge, décrivant l'incarcération comme un moteur économique qui encourage les populations carcérales gonflées tout en décourageant une réforme significative et la réhabilitation des prisonniers. Quelle motivation y a-t-il à réduire les nombres d'incarcérations ou à améliorer les conditions lorsque les prisons tirent profit de systèmes comme celui d'Angola? Une punition liée au profit n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de moralité. Si le gain financier reste lié à l'enfermement humain, peut-on vraiment croire que la justice sera valorisée plus que les dollars? Taux de mortalité alarmant des détenus. La Louisiane est en tête des États-Unis pour les taux de mortalité en prison, et Angola est au cœur de cette tendance alarmante. Selon les données compilées par le département de la justice des États-Unis et des groupes de surveillance indépendants, le taux de mortalité carcérale de l'État a augmenté de plus de 50% ces dernières années. Angola, en tant que prison la plus grande et la plus tristement célèbre de Louisiane, représente une part importante de ces décès. Beaucoup de ces décès ne sont pas liés à la violence, mais à des causes évitables, complications de maladies non traitées, exposition à une chaleur extrême et négligence médicale systémique. Contrairement à d'autres États qui ont fait des progrès dans les soins de santé et la supervision des prisons, la Louisiane est à la traîne, soulevant des inquiétudes quant à savoir si ces décès sont vraiment inévitables ou le résultat d'un échec institutionnel. Les conditions à l'intérieur d'Angola sont particulièrement dangereuses,
surtout pour sa population vieillissante. Avec un grand nombre de détenus purgeant des peines à perpétuité, la prison est devenue une sorte d'établissement gériatrique de facto sans l'infrastructure médicale pour le soutenir. Les décès liés à la chaleur sont devenus un problème croissant, en particulier pendant les étés torrides de Louisiane. Malgré les décisions judiciaires ordonnant des mesures de protection, de nombreuses unités de logement manquent encore de climatisation adéquate. Les détenus atteints de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, le diabète ou les affections respiratoires sont particulièrement vulnérables. Les rapports d'anciens employés et d'organisations de défense des prisonniers suggèrent que lorsque les détenus tombent malades ou s'effondrent, les réponses sont souvent retardées ou inadéquates, contribuant à un risque plus élevé de résultats fatals. Si ces statistiques choquantes vous bouleversent, abonnez-vous pour rester informé des combats pour la réforme carcérale et partagez cette vidéo pour sensibiliser. Le lien entre des soins de santé médiocres et la mortalité à Angola n'a pas échappé à l'attention. Les tribunaux fédéraux ont décrit le système de santé d'Angola comme constitutionnellement déficient, et de multiples poursuites ont ciblé le département des corrections de Louisiane pour ne pas avoir fourni de traitement médical adéquat. Une action collective menée par l'Initiative Promise Justice a mis en lumière un schéma de décès évitables, citant des cas où les prisonniers se sont vus refuser l'accès à des médicaments, des diagnostics ou des transferts hospitaliers rapides. Dans certains cas, des décès sont survenus après des jours, voire des semaines, de symptômes ignorés. Ces cas pointent non seulement une mauvaise gestion médicale, mais aussi un climat plus large d'indifférence, où la vie humaine est traitée comme jetable à l'intérieur des murs de la prison. Les organisations de droits humains ont soulevé des préoccupations internationales, arguant que le taux de mortalité d'Angola et la négligence systémique violent les normes de traitement humain. Pourtant, les réformes sont lentes. Les responsables de la Louisiane ont souvent minimisé la crise ou attribué les décès à des populations vieillissantes plutôt qu'à des fautes institutionnelles. Mais les chiffres racontent une histoire différente, une histoire où la mort derrière les barreaux est malheureusement courante. Si le but de l'incarcération est la justice et la réhabilitation, et non la mort prématurée, quelle responsabilité l'État a-t-il pour garantir que les prisonniers survivent à leur peine? Et combien de décès faudra-t-il encore avant qu'Angola ne soit forcé de confronter son statu quo mortel? Alors que des vies sont perdues discrètement derrière les barreaux, ce que le public voit à l'extérieur raconte une histoire étrangement polie, presque théâtrale. Angola comme spectacle public. L'un des aspects les plus troublants de la prison d'Angola est la manière dont elle a été transformée, en partie, en une attraction publique. Malgré son histoire bien documentée d'abus, d'exploitation et de négligence systémique, Angola abrite un musée, propose des visites publiques et vend même des produits dérivés. C'est un site où les touristes peuvent marcher dans d'anciennes cellules du couloir de la mort, voir des objets artisanaux fabriqués par des détenus et entendre des récits guidés sur l'histoire de la prison, souvent axés sur la rédemption et la tradition plutôt que sur la souffrance et l'injustice. Cette portrayal commercialisée contraste fortement avec les réalités vécues par les personnes incarcérées, dont beaucoup endurent des conditions de travail dangereuses, une négligence médicale et des peines indéfinies. L'utilisation de la prison comme lieu de tournage ajoute une nouvelle complexité à son image. Angola a servi de toile de fond pour des documentaires, des clips musicaux et des films majeurs. Bien que certaines de ces œuvres cherchent à mettre en lumière les réalités sombres de l'incarcération, d'autres utilisent le décor plus pour sa valeur cinématographique ou esthétique. Le danger ici réside dans la manière dont ces portrayals peuvent aseptiser ou sensationnaliser la vie carcérale. Sans un cadrage prudent, les représentations médiatiques risquent de minimiser la brutalité pour laquelle Angola est tristement célèbre, contribuant à une narration qui traite la prison comme une relique du passé plutôt qu'un site de préoccupation actuelle en matière de droits humains. Si cette dualité entre spectacle et réalité vous intrigue, abonnez-vous pour explorer davantage de vérités cachées derrière les institutions comme Angola. Cette double identité institution brutale et attraction culturelle soulève des questions sur la manière dont le public consomme et interprète l'incarcération. Que signifie-t-il lorsqu'une installation toujours en activité sous des conditions controversées devient une destination pour des sorties scolaires ou des brochures touristiques? Les critiques soutiennent qu'un tel traitement non seulement déshumanise ceux à l'intérieur, mais insensibilise également la société aux implications éthiques de l'incarcération de masse. Plutôt que de provoquer une réflexion, les éléments publics d'Angola peuvent encourager une forme de curiosité détachée, où les visiteurs traversent des espaces de souffrance sans s'engager avec les systèmes qui la maintiennent. De plus, les récits présentés dans les visites et les expositions abordent rarement les controverses modernes d'Angola. Les histoires de réhabilitation des détenus ou les anecdotes historiques éclipsent souvent des problèmes plus urgents, comme les poursuites judiciaires en cours, les décès en détention ou les pratiques de travail forcé. En curant ce que le public voit et entend, le musée et la présence médiatique d'Angola contribuent à façonner une image trompeuse qui omet les voix de ceux actuellement incarcérés.
Une prison si intimement liée à l'exploitation et au contrôle peut-elle jamais être représentée avec précision à travers des expositions soigneusement orchestrées? Et si l'attention publique est attirée vers Angola par le spectacle plutôt que par un examen critique, cela ne risque-t-il pas de préserver l'injustice sous le couvert de l'éducation et du divertissement? Si cette enquête sur Angola vous a ouvert les yeux sur une facette que vous n'aviez jamais vue auparavant, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire avec vos réflexions et abonnez-vous pour plus de plongées approfondies comme celle-ci. Vous avez des questions ou souhaitez voir un autre aspect de l'histoire? Dites-le nous ci-dessous. Et avant de partir, jetez un œil à la prochaine vidéo à l'écran. Croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer.